Bonjour, Christian Chavagneux. Nous vous recevons donc à Cité Philo 2020. Vous êtes économiste, éditorialiste à Alternatives économiques. Vous débattez tous les samedis matins dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Vous êtes chroniqueur à l'émission hebdomadaire La librairie de l'écho sur BFM Business et vous avez enseigné également à l'IEP de Paris et à l'Université de Paris-Dauphine. Nous vous recevons aujourd'hui à Cité Philo pour parler essentiellement donc d'un livre récent qui était publié en janvier 2020, Les plus belles histoires de l'escroquerie, paru aux éditions du Seuil. Livre qui prolonge bien sûr de nombreux autres livres consacrés à l'histoire du capitalisme, son évolution récente, aux crises et notamment à sa dimension financière. Je citerai Une brève histoire des crises financières, des tulipes aux subprimes, paru aux éditions La Découverte en 2020 pour la deuxième édition. Le pouvoir des multinationales, paru en 2018. Les paradis fiscaux, paru à Les Découvertes collection Repères pour sa quatrième édition en 2017. Donc la séance d'aujourd'hui se situe dans le prolongement de ces ouvrages, mais également dans le prolongement d'une séance qui a eu lieu en 2014, il y a 6 ans, le temps passe, c'est une temporalité intéressante, je dirais. En 2014, on était en plein dans le développement des conséquences de la crise des subprimes, et vous aviez publié donc avec Thierry Philippona, donc un ouvrage dont le titre était long, mais je vais le lire parce qu'il est très, très explicite sur le contenu, et il est totalement d'actualité. La capture, où l'on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l'intérêt général et comment mettre fin à cette situation. Donc voilà, on a effectivement le programme d'un raisonnement que vous développez donc dans ce livre, et ça a donné lieu à une conférence qu'on trouve sur Internet, hein, Cité Philo, qui était extrêmement riche, avec Antoine Garapon, donc, qui est un magistrat spécialisé dans le domaine financier. Et la thèse de votre livre à l'époque, c'était donc la suivante: depuis la crise des subprimes, la finance internationale capture l'intérêt général pour empêcher donc des réformes, empêcher la régulation, afin de parvenir à une pratique spéculative et à une manipulation des marchés. De fait, des banques, des hedge funds, des trusts, mais également des lobbies, également des théoriciens de l'économie, cherchent à justifier et mobilisent habilement en fait deux grandes théories économiques. L'une est très ancienne, celle de la main visible, l'autre un peu moins, celle du marché efficient, pour mettre la société au service de la finance et non pas l'inverse, la finance au service de l'économie. Ces acteurs puissants mettent en œuvre tous les moyens euh, pour ces acteurs puissants mettent en œuvre donc par tous les moyens une logique spéculative à court terme qui est découplée du temps long, c'est-à-dire de la logique économique rationnelle de l'investissement productif. Or, par tous les moyens, fatalement, cela signifie de manière frauduleuse. Voilà pour faire le lien, vous voyez, entre deux séances donc d'il y a 2014, il y a 6 ans, et la séance actuelle. D'où peut-être une première question préalable qui fixe un peu le cadre général de votre réflexion. Euh, dans quelle mesure peut-on dire aujourd'hui que la régulation de la finance internationale s'est mise en œuvre? Est-ce qu'on a tiré les conséquences de la crise des subprimes? Dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a un début donc de régulation qui s'est mise en œuvre? Merci pour votre invitation et merci de refaire un petit peu cet historique des livres précédents. Effectivement, ce qu'on avait décrit avec Thierry Philippona, c'était surtout les mécanismes qui avaient amené à la crise des subprimes. Et en 2014, quand on écrit, on est vraiment au tout début des tentatives de reprise en main par les régulateurs publics de la finance. Alors votre question, c'est est-ce qu'entre 2014 et 2020, est-ce que finalement ces régulateurs publics ont réussi à remettre un petit peu la main sur la finance? Je dirais en partie oui. Bien sûr, le combat des lobbies est toujours là pour essayer de détricoter ce qui a été fait, mais je pense que les régulateurs ont essayé de maîtriser un petit peu tout ce qui pourrait amener au développement d'une crise financière. Une crise financière, ça démarre toujours par des nouvelles façons de gagner de l'argent un petit peu originales, ce qu'on appelle dans le monde de la finance des innovations financières. Ces innovations financières, je pense que les régulateurs aujourd'hui essaient d'obtenir plus de transparence, de mieux les maîtriser, de mieux savoir quel est leur contenu et surtout quels sont les risques qui sont posés.
Entre le moment où on a une innovation financière et le fait que ça puisse se transformer en un risque énorme pour un pays ou pour l'ensemble de l'économie mondiale, il se passe quand même 6, 7, 8 ans. Aujourd'hui, on ne voit pas où seraient les prémices des nouvelles innovations qui permettraient de se dire qu'elles vont pouvoir être développées de manière complètement dérégulée. Aujourd'hui, je pense que les régulateurs de la finance, les banques centrales, les superviseurs bancaires sont assez attentifs aux nouveaux produits qui viennent sur les marchés. Et puis, il y a cette volonté d'essayer de faire payer aux banques le coût d'éventuelles prochaines crises. Avec un des problèmes qu'on a eu avec la crise des subprimes, c'est que ces banques étant trop grosses pour faire faillite, il a fallu les aider. Ce qu'ont essayé de faire les régulateurs, ce qu'essaient de faire les régulateurs, c'est d'imposer que les banques aient suffisamment de capital pour que si demain il y a des pertes, eh bien, ce soit le propre capital des banques qui soit utilisé pour éponger ces pertes et même éventuellement que les gens qui auraient prêté aux banques, donc les créditeurs, puissent perdre une partie de leurs créances pour éponger des pertes éventuelles. Donc je crois qu'on essaye, les régulateurs, il y a une vraie volonté de la part des régulateurs publics d'essayer de maîtriser les banques. L'innovation financière aujourd'hui, elle est du côté du public, ce qui ne veut pas dire que les lobbies ne sont pas continuellement présents, qu'ils n'essaient pas de détricoter cette règle, toujours d'en amoindrir la portée. On le voit tous les jours, jusqu'à ce que Donald Trump soit encore président des États-Unis. On voyait que par petites touches, il essayait de défaire ce qu'avait fait la loi Dodd-Frank après la crise des subprimes. Donc, je suis plutôt optimiste aujourd'hui. Je dirais que l'innovation est vraiment du côté des innovateurs et c'est vraiment de contrôler les risques des banques. Malheureusement, ces banquiers, ces grands financiers, essaient toujours de ramener au moins 10 ans, de ramener au plus possible au moins 10 ans ces régulations pour essayer de les contourner pour que ça leur coûte moins cher et pour qu'ils puissent continuer à prendre des risques en toute impunité. Merci. Alors, effectivement, cette introduction est importante parce que ça permettra de faire le lien entre l'évolution structurelle de la finance internationale et en quoi est-ce que ça peut être une condition, en fait, objective pour que se développent de nouvelles formes d'escroquerie. Votre ouvrage, Les plus belles histoires d'escroquerie, donc, constitue en fait une narration d'une dizaine de grandes affaires d'escroquerie, qui sont analysées à travers une grille d'analyse qui est influencée par les travaux de l'historien Ernest Labrousse. Les escroqueries sont révélatrices, selon vous, de la structure de la société, de la structure de l'économie dont elles sont issues, d'où une lecture originale, en fait, de la dynamique du capitalisme en lui-même à travers ce focus très particulier. La forme de l'ouvrage est également particulière. Elle est traitée comme chaque chapitre est traité comme un épisode du détective privé Colombo. Les coupables sont connus d'emblée et l'enquête mène à la fois sur l'explication sur comment les escrocs ont réussi donc à montrer leur escroquerie et comment surtout ils ont pu se faire prendre à la fin, au final, parfois sur le fil. Hein, on le voit avec Bernard Madoff. Je propose qu'on procède de manière suivante, de manière très inductive. C'est que dans un premier temps, vous puissiez, vous avez un talent de narrateur, vous puissiez nous narrer en quelques mots 3 affaires qu'on a piochées, qu'on a choisies un peu ensemble. L'affaire du collier de la reine, donc qui date donc de la fin du XVIIIe siècle. Donc en quelques mots, bien sûr, hein, il s'agit de situer donc les protagonistes et les mécanismes et le contexte. L'affaire du collier de la reine, fin XVIIIe siècle. L'affaire Thérèse Imbert, fin XIXe siècle. Et puis, et là, on le fera de manière plus analytique, hein, avec des étapes intermédiaires. L'affaire Madoff, plus proche de nous, que tout le monde a en tête, mais qui est très complexe. Deuxième moitié XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui quasiment, c'est-à-dire qu'il s'est étiré de manière absolument incroyable sur 50 ans. D'accord ? Donc, si vous êtes d'accord, on va partir de cette narration pour donner quelques ingrédients aux spectateurs et donc pour montrer la diversité donc de ces escroqueries. Et ensuite, on passera à une phase plus analytique avec l'analyse économique et l'analyse des sciences sociales. Donc, tout d'abord, si on se penche un peu sur ces 3 affaires, brièvement, peut-être l'affaire du collier de la reine, donc fin XVIIIe siècle, restitue un peu le contexte, les protagonistes et les mécanismes qui sont en jeu.
Merci d'abord d'avoir souligné quel était l'objectif du livre, parce que c'est vrai que des livres sur les escrocs, il y en a déjà eu beaucoup. Donc pourquoi est-ce qu'un journaliste économique allait s'intéresser à écrire des histoires d'escroquerie? Effectivement, comme vous l'avez dit, Ernest Labrousse, cet historien économiste avec Fernand Braudel, expliquait qu'on a les crises de ces structures économiques. Parler d'une crise économique, ça ne veut rien dire. Les crises économiques prennent des formes bien particulières qui sont le reflet des structures économiques. Eh bien, ce que j'ai voulu faire, c'est non seulement raconter ces différentes histoires d'escroqueries, cette petite quinzaine d'histoires d'escroqueries qui sont présentes dans le livre, mais c'est aussi les expliquer. Et dès qu'on essaie d'expliquer les mécanismes profonds de ces escroqueries, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut les comprendre, on ne peut comprendre pourquoi elles ont pris cette forme particulière à ce moment-là, que si l'on comprend la société et le fonctionnement économique de la période considérée. Et donc, oui, on a aussi les escrocs de ces structures économiques. Et donc, à revers, en partant, comme vous l'avez dit, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et Madoff et l'après-Madoff, on peut, à partir de personnages incarnés, à partir d'histoires qui sont absolument fabuleuses, raconter la dynamique du capitalisme par la dynamique de ces escroqueries. Alors effectivement, même si dans l'introduction, je remonte un petit peu à l'Antiquité pour ce qui est de la première grande escroquerie économique que j'ai pu trouver, le premier chapitre, celui qui développe la première thèse la plus importante, c'est, comme vous l'avez dit, l'affaire du collier de la reine. Brièvement, l'affaire du collier de la reine, c'est quoi? La reine en question, c'est Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI. Elle est en opposition farouche avec le cardinal de Rohan. Le cardinal de Rohan, c'est un homme, mais c'est aussi le représentant d'un clan, d'une famille extrêmement puissante sous la fin de la monarchie. Et le cardinal de Rohan, il se rêve un destin comme Richelieu, comme Mazarin, comme Dubois. Il voudrait devenir Premier ministre. Malheureusement pour lui, le roi Louis XVI n'y serait pas forcément opposé, mais Marie-Antoinette, il s'est fait une ennemie de Marie-Antoinette. Je raconte dans le livre les différentes étapes qui ont pu les amener à s'opposer. Et donc, blocage de sa carrière politique, il a obtenu tout ce qu'il a voulu, les abbayes les plus productrices d'argent, les plus rémunératrices, il est premier prélat de France, mais il ne pourra jamais avoir le poste de Premier ministre. Et c'est là qu'arrive notre arnaqueuse, Jeanne de la Motte-Valois, qui lui dit écoute, moi je suis en fait très proche de la reine, et je peux te dire que la reine, en fait, elle n'est pas si opposée que ça à ce que tu aies une carrière politique. En fait, même, elle aurait peut-être même un petit sentiment amoureux pour toi. Il faut dire que cette fameuse Jeanne de la Motte est l'une des maîtresses du cardinal, puisque le cardinal n'avait choisi la voie ecclésiastique que parce que ça rapportait de l'argent et non pas pour ses vertus, et notamment ses vertus personnelles. Et donc Jeanne va d'abord réussir à le convaincre qu'elle est très proche de la reine, ce qui est a priori faux, on y reviendra. Le cardinal va dire ok, moi je veux bien te croire, mais il faudrait un petit peu des preuves. Donc il y a quelques petites astuces qui vont permettre à Jeanne de faire croire qu'elle est proche de la reine, jusqu'à une astuce absolument extraordinaire, qui est l'affaire du bosquet de Vénus. Elle va, son mari, à Jeanne de la Motte, a repéré dans les jardins du Palais Royal, qui était un lieu de prostitution à l'époque, une prostituée qui ressemble très fortement à Marie-Antoinette. Et donc, elle va habiller cette prostituée comme Marie-Antoinette a été habillée sur un tableau qu'on connaît très bien à l'époque, qui a été fait par Vigée Lebrun, qui était une des grandes peintres de la monarchie de l'époque. Et donc, on va convier le cardinal de Rohan tout en bas du château de Versailles, des jardins de Versailles, et ce pauvre cardinal va être persuadé que la personne qui lui tend la main, qui lui donne une rose et qui lui dit « vous savez ce que je pense », il est persuadé qu'il a embrassé la main de la reine, que la reine est tombée complètement folle amoureuse de lui. Ce qui va permettre à Jeanne, d'une part, d'abord de dire oh, tu sais, la reine elle est un petit peu gênée, est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent pour la reine? Évidemment, c'est de l'argent qu'elle garde pour elle. Et puis surtout d'arriver au fameux collier, le collier fait par Böhmer et Bassange, qui sont deux grands joailliers de luxe de la monarchie. Ils ont fait un magnifique collier qui est absolument hors de prix, qui était pour Louis XV. Malheureusement, Louis XV, qui était pour une des maîtresses de Louis XV, et Louis XV est décédé. Ils ont essayé de le vendre à Marie-Antoinette, mais comme la France était prise dans la guerre avec les États-Unis, elle a dit il vaut mieux
un bateau qu'un collier. Donc, malheureusement, pour ces deux joailliers, se retrouvent avec un collier énorme, extrêmement cher, que personne ne veut acheter. Donc, toute la finesse de Jeanne, et c'est là l'escroquerie, en ayant fait croire au cardinal de Rohan qu'elle est une proche de la reine, elle va l'inciter à acheter le collier au nom de la reine. Bien évidemment, elle détourne le collier avec son mari et son amant. Ils vivent en trouble, comme on dit maintenant, ils vivent à trois. Ils vont dépecer le collier, aller le vendre en partie en France, surtout en grande majorité à Londres, récupérer l'argent et être complètement tranquille. Jusqu'au moment où, je passe les épisodes importants, mais jusqu'au moment où, et ça Jeanne de la Motte-Valois ne pouvait pas le savoir, on va rencontrer, et c'est ce qui explique la dimension économique de l'arnaque et pourquoi on la connaît, un financier. Il se trouve qu'un financier, à l'époque, c'est quelqu'un qui mélange un petit peu la cassette publique et la cassette privée. Ce n'est pas vraiment un banquier, c'est plutôt un gestionnaire de grande fortune, de grande épargne. Et ce financier, il a prêté de l'argent aux deux bijoutiers qui ont dû dépenser beaucoup d'argent pour acheter les bijoux et faire le fameux collier, qui n'arrivent pas à le vendre. Donc, ils ont des dettes vis-à-vis de ce financier. Et ce que Jade ne pouvait pas savoir, c'est qu'elle va inciter le cardinal à aller voir ce même financier pour qu'il lui prête de l'argent pour acheter le fameux collier de la reine. Et donc, le financier, il n'est pas bête, il sait qu'il a prêté de l'argent au bijoutier, et là, il est en train de prêter de l'argent à quelqu'un qui va le donner au bijoutier, qui vont le servir à le rembourser. Il est en train, en fait, d'attribuer un crédit pour se rembourser lui-même. Et donc, il va quand même s'enquérir auprès de la reine pour savoir si vraiment le cardinal achète le collier au nom de la reine. La reine reçoit un message, elle ne comprend pas du tout ce que veut dire ce message. En même temps, le cardinal, le pauvre, il a dit aux deux bijoutiers, vous allez bien remercier la reine, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui achète, c'est la reine. Vous allez faire un petit mot à la reine et bien la remercier d'avoir acheté le collier. Donc, elle reçoit une deuxième lettre qu'elle comprend encore moins. On sent qu'il y a anguille sous roche. Un des conseillers de la reine lui dit il faut qu'on aille creuser ça. On s'aperçoit que le cardinal de Rohan, qui est un ennemi de la reine, comme je l'ai dit, est maqué dans cette histoire. Et donc, on va tomber sur le cardinal. Le cardinal va être emprisonné. Le cardinal va être jugé. Malheureusement, pour le roi, pour Marie-Antoinette, on est dans une période, on est en 1785-1786, où la Révolution n'est pas loin et où le cardinal va être gracié. Et donc Marie-Antoinette, complètement déconsidérée, on pense qu'elle a pu payer quelqu'un pour se faire acheter en douce un collier de magnifique valeur. Vous savez, à l'époque, Marie-Antoinette, on l'appelle Madame Déficit pour signaler qu'elle dépense énormément l'argent des contribuables français, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un petit doute sur le fait que Marie-Antoinette ait été prise ou pas, enfin, qu'elle était partie ou pas dans cette histoire, parce que il y a par exemple la fameuse prostituée que le cardinal a rencontrée dans les jardins de Versailles. Lorsqu'elle est repartie, elle est repartie dans un carrosse qui était aux armoiries de la reine. On sait aujourd'hui historiquement, bon, il y a eu procès, elle a témoigné au procès, on sait que c'est l'un des personnages qui n'a jamais menti dans ses dépositions. Elle n'a jamais été prise en défaut par les études historiques, elles sont nombreuses, qui ont eu lieu entre 1785 et aujourd'hui. Et donc, lorsqu'elle dit qu'elle est partie dans un carrosse aux armoiries de la reine, on peut penser que c'est juste. Lorsque l'histoire commence à sortir et que le cardinal est arrêté, elle va se cacher en Belgique et elle se cache sous un faux nom. Et ce faux nom, comme par hasard, c'est le nom de jeune fille de la première dame de compagnie de Marie-Antoinette. Bon, encore un élément un petit peu troublant. Troisième élément, cette fois très 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 troublant, lorsque Jeanne de la Motte va finir par être arrêtée, le commissaire de police qui vient l'arrêter vient avec des ordres, et sur ces ordres, il y a marqué surtout retrouver la bonbonnière et enlever le portrait. C'est une bonbonnière, quand vous l'ouvrez, il y a un petit mécanisme secret, et le mécanisme secret fait ouvrir un petit compartiment dans lequel il y avait un portrait de la reine Marie-Antoinette. Que fait Jeanne de la Motte-Valois avec ce cadeau, le portrait de la reine? Comment est-ce que le commissaire de police a pu savoir qu'il devait récupérer ce portrait? Là encore, mystère. Et dernier mystère, il y a un des conseillers de la reine qui était extrêmement proche, qu'on appelle le marquis de Breteuil, et qui a mené, qui était l'équivalent du ministre de l'Intérieur, qui a fait mener l'enquête. Et cette enquête, il a conservé beaucoup d'archives, et lorsque les historiens ont voulu aller voir les archives de Breteuil, c'est des volumes énormes, il y a un trou. Il y a juste un trou, il manque 2-3 volumes. C'est le moment de l'histoire de l'affaire du collier de la reine. Donc voilà, cette histoire qui est le reflet, avec ce qu'on peut savoir de la sociologie de Norbert Elias sur le fonctionnement de la société de cours et ce qu'on sait du fonctionnement des financiers de l'époque. C'est grâce à ça qu'on peut comprendre comment tous ces multiples fils que j'ai essayé de vous résumer en 4-5 minutes, mais qui m'ont pris la lecture d'entre 15 000 et 20 000 pages, parce que les historiens se sont magnifiquement préoccupés de cette histoire. Voilà comment j'ai essayé de la rendre dans le livre.
Alors, merci beaucoup. Si on passe à cette deuxième affaire, un siècle plus tard, donc de Jeanne de La Motte à Thérèse Imbert, on est fin 19e siècle. Alors peut-être de manière un peu plus brève. Donc quel est le contexte, d'accord, quel est le contexte et quels sont effectivement les protagonistes et quels sont les mécanismes de l'arnaque. Sachant que le point commun qu'on sent dès maintenant, c'est la capacité à inspirer la confiance de la part donc de Jeanne de La Motte d'un côté et de Thérèse Imbert par ailleurs. Alors Thérèse Imbert, encore une femme, hein, on s'aperçoit que dans les escrocs, dans les escrocs, il y a beaucoup d'escrocs ou d'escroqueuses, comme on disait avant. Thérèse Imbert, c'est Thomas Piketty avant l'heure. Thomas Piketty, vous regardez ces deux derniers livres, il vous explique qu'à la fin du 19e siècle, la première fortune, la première source de la fortune, c'est l'héritage. Ça va être Thérèse Imbert, une escroquerie à l'héritage. Thérèse Imbert va réussir à faire croire au tout Paris pendant plus de 15 ans qu'elle est à la tête d'un héritage absolument magnifique. Pourquoi? Parce que sa mère, un jour, en descendant de chez elle, il y a un monsieur qui tombe sur le trottoir, elle l'emmène chez elle, elle fait venir le médecin, elle sauve le médecin, le monsieur repart et se trouve que c'est un milliardaire américain. Lorsqu'il meurt, il lègue toute sa fortune à la mère de Thérèse et si Thérèse est décédée, à sa fille, à Thérèse. Il se trouve que la mère de Thérèse est décédée très jeune. Et donc, c'est Thérèse qui hérite de ce fabuleux héritage. Hein. Ça en ferait la première femme la plus riche de France et une des femmes les plus riches d'Europe. Malheureusement, deux neveux du milliardaire contestent l'héritage. Qu'est-ce que c'est que cette Française dont on n'a jamais entendu parler? Bataille juridique pendant 15-20 ans. Bataille juridique, je vous le dis tout de suite, parce que comme vous l'avez dit, on est dans Colombo, donc je peux vous révéler la fin tout de suite. Le milliardaire n'a jamais existé, les neveux n'ont jamais existé, l'héritage n'a jamais existé. Mais Thérèse, grâce à cet héritage, à la perspective de cet héritage, va se faire prêter de l'argent pendant 15-20 ans et vivre sur un pied de luxe absolument incroyable avec son mari, avec sa fille et ses frères qui sont tous partis prenantes de l'arnaque, peut-être moins sa fille, mais le reste de la famille, oui, c'est un véritable clan. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de toutes les arnaques. Les arnaques ne se font jamais seules, ça se fait toujours en groupe, il y a toujours un clan. Et Thérèse va réussir à vivre pendant 20 ans à crédit jusqu'au moment où certains lanceurs d'alerte vont commencer à douter de la nature de l'héritage et finalement, après 3 lanceurs d'alerte, il va y avoir l'ouverture du coffre de Thérèse Imbert. On va s'apercevoir que dans le coffre de Thérèse Imbert, il n'y a rien du tout. Elle va être aussi prise finalement emprisonnée, libérée. Elle finira sa vie. La dernière trace que j'ai trouvée d'elle, c'est 1939-1940, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un notaire. Pourquoi on retrouve sa trace? Parce qu'il y a un notaire qui lui court après. Et elle avait un autre frère qu'elle avait envoyé en Afrique du Nord qui a géré une plantation qui a malheureusement pour lui pas fait fortune. Et le notaire essaie de courir après Thérèse Imbert pour lui laisser un héritage, mais un héritage de l'équivalent de 1000 francs de l'époque, c'est-à-dire presque rien. Donc Thérèse Imbert, c'est l'exemple même de la société hiérarchisée financière de la fin du 19e siècle avec une arnaque à l'héritage, héritage qui était la première source de fortune à l'époque. Avec la troisième affaire, probablement la plus complexe, celle aussi qui rend compte de manière extraordinaire des mutations du capitalisme et de sa financiarisation depuis progressivement les années 70, on va dire, on a ce personnage absolument inouï, Bernard Madoff, que vous considérez comme étant un symptôme de la dynamique du capitalisme américain orienté vers une financiarisation. Il a produit une arnaque, je vous laisserai définir donc les termes, pour le public de Cité Philo, une arnaque de type pyramide de Ponzi qui a duré une cinquantaine d'années. C'est le caractère le plus extraordinaire, le plus remarquable, la capacité à renouveler la confiance auprès de ses créanciers au cours de 50 années. Et il a cumulé, dites-vous, un total de 20 milliards de dollars donc de sommes qui ont été escroquées, ce qui en fait probablement la plus grande escroquerie donc de l'histoire. Alors je propose que, vu l'ampleur et vu la contemporanéité en fait de l'affaire Madoff, cette fois-ci on la décompose un petit peu de manière un peu plus analytique. On rentre un peu dans votre analyse de votre livre et on peut imaginer de l'approcher donc à travers quatre dimensions. La première dimension, c'est le personnage. Vous commencez l'analyse de l'affaire Madoff en disant il s'est construit un personnage. Il a donc une histoire familiale singulière. Il est né en 1938, d'un milieu donc de milieu juif européen, et il a su dès le départ, semblerait-il, avec doué de qualités psychologiques remarquables, avoir une emprise sur sa propre famille au départ.
c'est quelqu'un qui est le fils d'un entrepreneur qui a fait plusieurs fois faillite. Donc, il a une petite revanche sociale à prendre et il va commencer à construire ce réseau tout à fait avec sa famille et avec sa belle famille qui sont des avocats, des notaires qui sont autour de ce milieu-là, c'est-à-dire des gens qui sont liés à des personnes qui disposent qui sont dans une certaine aisance financière, on va dire. Et dès les années 60, il va proposer de faire des placements pas trop risqué, dit-il. Ça fait partie de la construction du personnage. Hein. Madoff, c'est le placement pépère, c'est 10-12%. On n'est pas dans les errements de la finance des années 70, 80, 90. Hein, et on ne cherche pas des 20-25% de rendement, du 10-12% régulier, bien géré. Et dès les années 60, en fait, il se plante complètement parce qu'il fait déjà faillite une première fois en faisant des mauvais choix de placement. Heureusement que par ses connexions familiales et du côté de sa belle famille surtout, il va pouvoir récupérer un petit peu d'argent pour se refaire et se relancer. Et vous insistez aussi sur le fait, un trait de caractère, que c'est un autocrate. Donc c'est un individu qui a su conquérir une sorte d'emprise psychologique, y compris sur les membres de sa famille dès le départ. Ah oui, c'est un point important. Ouais. tout à fait. C'est lui qui contrôle la destinée non seulement de sa femme qui ne travaille pas, mais de ses deux fils qui vont jouer un rôle important dans l'arnaque et qui même, enfin, qui à leur corps défendant, parce que je pense qu'ils ne savaient pas que leur père était le plus grand arnaqueur de l'histoire et malheureusement, ils y perdront tous les deux la vie. Alors, il y a une deuxième dimension dans votre grille d'analyse de l'affaire Madoff, c'est que vous dites que Madoff était de son temps, a su, à chaque époque, c'est peut-être l'aspect de son génie le plus intéressant, à chaque époque, à chaque décennie, il a su s'adapter en fait aux mutations du capitalisme, notamment financier. Il était de son temps, mais, il y a un grand mais, dites-vous, il a su de son vivant construire deux légendes. Une première légende, c'est qu'il y a eu le Bernard Madoff, financier avisé. Donc, il a pu diffuser la légende dans les milieux d'affaires, la haute bourgeoisie, selon laquelle il était un financier avisé. Et deuxième légende, c'est qu'il a pu faire croire également qu'il était à la pointe de la technologie, au gré des décennies, bien sûr, hein, les années 70 avec la création du Nasdaq, années 80, 90, 2000. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quelle déconstruction vous pouvez faire de ces deux légendes autoproclamées? Je suis un financier avisé, moi Bernard Madoff, et moi Bernard Madoff, je suis à la pointe de la technologie associée au capitalisme financier. Oui, tout à fait. Hein. Madoff, c'est vraiment le reflet de la dynamique de la finance américaine des années 70 au début des années 2000. En fait, le vrai technophile de la famille, c'est son frère, Peter, qui, dès les années 70, mais sur la partie légitime de l'activité de leur entreprise, va effectivement développer l'utilisation des outils informatiques, la possibilité de recevoir beaucoup de prix, beaucoup de demandes de manière informatique, de pouvoir les traiter extrêmement rapidement et donc à moindre coût, à moindre frais pour les personnes riches qui voulaient échanger des actions, des obligations, l'ensemble des titres financiers. Cette dimension technologique, il la doit surtout à son frère et elle est réelle, c'est-à-dire qu'elle est réelle dans la société qu'il a fondée avec son frère. La dimension du financier avisé, elle repose sur le fait que même lorsque les marchés ont plutôt tendance à baisser, chez Madame Madoff, si vous lui laissez son argent, il arrive quand même à vous sortir du 8, 10, 12% d'intérêt, de rendement. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un de très prudent, qui fait attention et qui est tellement rusé qu'il est capable de sentir les retournements du marché. Et grâce à lui, si vous lui confiez votre argent, eh bien, il va vous assurer un bon petit rendement pépère. Et évidemment, les gens qu'il a dans sa clientèle, ce n'est pas des gens qui lui demandent de placer 10 000 euros, 20 000 euros. On parle d'ici de centaines de milliers, de millions, voire de dizaines de millions d'euros. Donc, les enjeux sont importants. Et cette légende, Bernard Madoff, il va réussir d'abord à la constituer dans un réseau familial élargi, dans la communauté juive, dont il est un représentant au fur et à mesure qu'il va gagner de l'argent, un philanthrope important, en Amérique latine, en Europe. Et c'est d'ailleurs lorsqu'un financier va accompagner
un spécialiste va accompagner l'un des financiers qui essaie de faire concurrence à Bernard Madoff, qui lui dit toujours, mais comment il fait Madoff pour avoir des rendements toujours supérieurs à nous? Et quand il accompagne ce financier français voir des hautes familles de l'aristocratie européenne, et qu'à chaque famille qu'il rencontre en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, chacun lui dit « Oh là là, oui, mais Madoff, moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait, il ne prend plus aucun client, mais moi, il a accepté de faire une exception. » Et quand chacune des familles lui raconte le même discours, là, il se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, c'est un vrai quant, c'est un mathématicien, c'est un spécialiste des statistiques qui aura fait tous les calculs de rendement de Madoff, et il va être un de ceux qui va s'apercevoir parmi les premiers qu'il y a quelque chose qui ne va franchement pas chez Madoff. Et de fait, il y a quelque chose qui ne va franchement pas, c'est que Madoff ne réalise absolument aucun placement. Alors, on va y venir. On va y venir avec l'organisation de Madoff. C'est un génie de l'organisation. Juste un point qui montre à quel point il avait une capacité à susciter la confiance. Il devient président du Nasdaq. Incroyable. Entre 90 et 93. Il est à l'origine, plus ou moins, de cette institution américaine créée en 71, et il devient président du Nasdaq pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça suscite comme commentaire? Il n'y a pas que ça, il y a aussi des résultats. Dans les années 90, dites-vous, son entreprise, Bernard Madoff Securities, représente 10% des transactions boursières américaines, ce qui paraît absolument stupéfiant. Là, on voit à quel point on aboutit à un résultat. La capacité à susciter la confiance chez les créanciers va extrêmement loin. Oui, parce que là, c'est vraiment la partie légitime de BMS, hein, de Bernard Madoff Securities. Dans Bernard Madoff Securities, il y a une partie tout à fait légitime. C'est un intermédiaire financier traditionnel, mais un intermédiaire financier traditionnel qui, quelquefois, fait des bons paris et quelquefois fait des mauvais paris. Donc, de temps en temps, il gagne de l'argent, de temps en temps, il en perd. C'est la routine, je dirais. Mais l'avancée technologique de BMS, elle est clairement là, et elle est due, encore une fois, aux capacités technologiques de son frère, pas de Bernard Madoff. Et Madoff va s'appuyer sur les compétences technologiques de son frère pour développer cette partie légitime. Le problème, c'est que bien évidemment, il y a la partie illégitime à côté, celle de conseiller des épargnants, des riches épargnants un petit peu du monde entier. Et c'est sur celle-là qu'il va fonder son arnaque. Mais bien évidemment, la confiance donnée dans la technologie sur la partie légitime ne fait que renforcer la confiance que peuvent lui accorder les riches financiers. Mais cette confiance, elle est surtout due au fait que Bernard Madoff, quelles que soient les évolutions du marché, arrive à leur donner de bons rendements. Alors, au niveau de l'organisation, est-ce que vous pouvez résumer un petit peu, ce qui est très difficile? Il y a 2 aspects, me semble-t-il, que vous mettez en exergue. C'est le fait qu'il y a 7 familles de rabatteurs, dites-vous, qui vont rabattre à un niveau mondial, en fait, des fonds extrêmement importants dans l'entreprise donc de Madoff. Donc, souvent, essentiellement des gens très fortunés, d'un côté. Et puis, de l'autre, il y a ce que vous appelez un gang de 15 personnes autour de lui, où il a mis en place une division du travail absolument remarquable, hein, au niveau de l'organisation, avec un personnage central, semblerait-il, si j'ai bien compris, Frank Di Pasquali, qui a organisé, alors là, ça m'a fait tilt quand je l'ai lu, en 1987, il a organisé le changement de siège social donc de l'entreprise, donc qui a emménagé dans le Leipzig Building avec cette organisation absolument hallucinante. Au 18e, 19e étage, on avait les activités légales, et au 17e, juste en dessous, il y avait la production des faux documents, d'accord? Donc, une répartition architecturale de l'organisation avec le secteur légal, le secteur illégal. Alors 87, ça fait tilt pour moi, vous voyez peut-être pourquoi. Il y a eu un film qui est sorti en 87, Oliver Stone, Wall Street, d'accord. Et on voit la tour, non pas de Trump à l'époque, mais c'est quasiment pareil, du personnage Gordon Gekko, le grand financier méchant, joué par par Michael Douglas. Et c'est exactement la même année, d'accord, que dans ce film et dans les romans de l'époque, hein, American Psycho, etc. Eh bien, on voit des faits exactement du même acabit, hein, que ce que vous décrivez, que la réalité. En fait. Donc, organisation hors pair, quand même. C'est un génie de l'organisation.
Ah, tout à fait, hein. Encore une fois, Bernard Madoff, lorsqu'il a été arrêté, lorsqu'il a été pris sur dénonciation de ses fils, a dit j'ai tout fait tout seul. Non, Bernard Madoff, on le sait aujourd'hui, n'a pas tout fait tout seul. Comme vous l'avez dit, il y a un gang d'une quinzaine de personnes qui ont été mobilisées, chacun jouant un rôle bien particulier. Francky Pasquale, effectivement, c'est le bras droit, c'est celui qui sait pratiquement depuis le début que Madoff est un tricheur. C'est celui qui va faire que quand même, au bout d'un moment, lorsque le lanceur d'alerte va bien voir les régulateurs en disant vous devriez aller regarder d'un peu plus près ce que fait Madoff, c'est lui qui va produire les faux documents, qui va faire croire, qui va reproduire le site comment on pourrait dire ça, d'une sorte de livre comptable sur lequel les intermédiaires comme Madoff doivent déclarer leurs transactions de manière non publique mais sous l'œil des régulateurs. Il va reproduire ce site de manière complètement factice pour faire croire que les ordres ont bien été passés, que Madoff est bien engagé dans des activités d'achat et de vente et qu'il se trouve que lui, s'il ne perd pas d'argent quand les autres en perdent, c'est parce qu'il est un investisseur complètement avisé. Donc oui, c'est une véritable organisation. Pour durer aussi longtemps, il a fallu quand même une véritable organisation. Vous avez effectivement une quinzaine de personnes qui ont toutes été plus ou moins condamnées à des peines de prison, à des amendes, qui montrent leur implication dans le scandale Madoff. C'est une véritable, vous l'avez bien dit, bien résumé, une véritable division du travail qui va faire que chaque partie de l'arnaque est bien maîtrisée, mais bien maîtrisée mais bien divisée entre différentes personnes. Et il n'y a que Bernard Madoff qui comprend l'ensemble du mécanisme. Alors, avant qu'on passe à la dernière dimension de l'analyse de Madoff, à savoir la régulation financière et le défaut de régulation financière, là, ça c'est une très très grande question qui revient au point de départ de notre séance. Est-ce que vous pouvez, c'est difficile, mais c'est technique, mais justement pour les spectateurs de Cité Philo, essayer de résumer en peu de mots le principe technique de l'arnaque, de l'escroquerie de Madoff? Bah, c'est très simple, c'est quelque chose qu'on connaît au moins depuis la fin du 19e siècle. Il se trouve que les États-Unis étant la première puissance du monde, c'est une arnaque. Cette arnaque a été répétée dans les années 20 par un émigré italien qui s'appelle Carlo Ponzi, Charles Ponzi, quand il est arrivé aux États-Unis. Et c'est donc on a appelé ça une pyramide de Ponzi. Mais Ponzi est loin d'être le premier à avoir utilisé ce type de pyramide. C'est très simple. Vous me prêtez 100 euros et je vous garantis que dans 3 mois, ces 100 euros vous serviront à l'intérêt de 50%. Donc, si vous revenez me voir dans 3 mois, je vous donnerai 150 euros. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est très simple. Dès que j'ai trouvé une deuxième personne qui est prête à me prêter 100 euros, je prends sur ces 100 euros 50 euros et je vous en redonne 150. Et comment je fais pour la deuxième personne? Eh bien, il faut que j'en trouve une troisième, etc., etc. Tant que j'ai de la confiance et tant que j'arrive à apporter des nouveaux candidats qui sont prêts à me confier leur argent, je peux donner des rendements extrêmement élevés aux premières. Et puis, une fois qu'au bout de 3 mois, je vous ai donné 150 euros pour les 100 euros que vous m'avez donnés, eh bien, vous allez dire c'est très avantageux. En fait, vous allez me laisser vos 150 euros. Et donc, tant que vous avez confiance en moi, je vais vous servir de faux rendement, et c'est ce que Madoff a fait pendant une bonne trentaine, pratiquement une bonne quarantaine d'années, servir des faux rendements sur des comptes en disant bah, vous m'avez donné tant de millions, ça vaut du 10, j'ai réussi à avoir un rendement de 10, 15, 20, quelquefois 40, 50%. Et donc, je vous crédite votre compte, évidemment, vous laissez votre argent. Quand de temps en temps, quelqu'un, une personne riche a vraiment besoin de son argent, aucun problème. Il a tellement d'argent avec toutes les personnes qui sont venues lui prêter, lui confier leur épargne, qu'il peut rembourser une fois de temps en temps l'un ou l'autre des personnes qui lui ont confié l'argent. Le problème, c'est ce qui se passe avec la crise de subprime, quand tout le monde est dans la panade et que tout le monde vient dire ah ben l'argent que je t'ai prêté, maintenant tu dois me le rendre. Évidemment, comme il ne l'a pas, il ne peut pas rendre. Et comme pour Carlo Ponzi, c'est passé exactement la même chose dans les années 20. Le jour où vous perdez la confiance des gens qui vous ont confié leur argent, vous ne pouvez pas les rembourser parce que cet argent, il n'a jamais été placé. Ponzi avait inventé des choses, Madoff avait inventé des choses, des fausses techniques qui étaient censées lui assurer la qualité de ses rendements. Mais le jour où vous perdez la confiance, à ce moment-là, vous devez rendre l'argent, vous ne l'avez pas. Et c'est ce qui s'est passé pour Ponzi, c'est ce qui s'est passé pour Madoff. Alors, on en vient à la dernière dimension très importante parce que ça rejoint la question des escroqueries significatives de l'époque, des structures du capitalisme contemporain, c'est la question de la régulation financière. Alors, il y a deux dimensions dans la régulation, dites-vous. Il y a une régulation d'abord qui s'opère en interne de la part des principaux créanciers, bien sûr, de Madoff,
Et la JP Morgan, manifestement, est le plus gros financier historique, en tout cas, de Madoff. Vous parlez du fameux compte 703, où 150 milliards de dollars, somme astronomique, sur 50 ans, ont circulé sur un compte, d'accord? Donc là, c'est absolument incroyable. Et donc, première dimension de la régulation qui n'est pas faite, qui n'est pas faite en interne. Il y a des audits qui sont faits, il y a des repérages qui sont faits d'une fraude systémique, mais on n'ose pas aller plus loin. JP Morgan n'a jamais signalé d'irrégularité auprès de la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme de la bourse américain. Donc, première dimension de la non-régulation, d'accord, en interne dans les grandes banques. Et deuxième dimension, peut-être encore plus incroyable, celle de la SEC elle-même, du gendarme de la bourse, qui, malgré l'analyse et l'action d'un lanceur d'alerte, alors vous mentionnez un personnage haut en couleur, le spécialiste des mathématiques financières, donc Harry Markopoulos, un personnage fortement narcissique par ailleurs, c'est un point commun avec les escroqueurs, un point commun seulement, d'accord? Eh bien, malgré cette action, et je vous laisserai définir ce terme, puisque Markopoulos soupçonne une pratique illégale, qui est la pratique du front-running. Alors, je pense que c'est important de le comprendre pour montrer à quel moment, finalement, Colombo, vers la fin de l'enquête, eh bien, commence à découvrir le poteau rose et finalement comment Madoff sera pris. Donc, double dimension, je résume la question, de cette non-régulation, en interne, l'audit des banques, et par ailleurs, le gendarme de la bourse américaine, la SEC. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur le rôle de JP Morgan, qui a été le banquier de Madoff peut-être sur une vingtaine, une trentaine d'années, et l'arnaque a duré à peu près une quarantaine d'années. JP Morgan, au moment où Madoff va se faire arrêter, la justice va tomber sur des mails en interne entre deux spécialistes du risque de la banque. Il y en a un qui dit à l'autre, tiens, t'as vu Madoff s'est fait arrêter, t'es surpris? Et l'autre lui dit, bah non. En fait, et ça Markopoulos aussi dans nos livres, puisqu'il a un livre, il a écrit un livre qui a bien détaillé la façon dont il a découvert cette affaire Madoff. On sait bien que le banquier Markopoulos, enfin, pardon, le banquier JP Morgan, pardon, a bien vu qu'il se passait des choses extrêmement bizarres sur les comptes de Bernard Madoff, mais il y a tellement de commissions derrière. Et l'emprise, je dirais, dans le monde de la finance américaine de Madoff était telle qu'ils n'ont jamais rien dit. Ils ont empoché les commissions et puis au moment où ils se sont fait prendre la main dans le sac, parce que c'était très clair qu'il y avait des choses pas très très clean du côté de Madoff, eh bien ils ont payé une amende et ils s'en sont sortis comme ça. Donc oui, JP Morgan aurait dû faire quelque chose et Markopoulos le dit bien. Donc ce lanceur d'alerte, c'est lui qui accompagnait Monsieur de la Villuchet, le concurrent un petit peu de Bernard Madoff, qui est malheureusement, lui, une fois qu'il va avoir perdu son argent, va être un des rares à se suicider suite à l'affaire Madoff. Il va perdre la vie dans cette malheureuse aventure. Et bien Markopoulos, qui a accompagné la Villuchet, lui, commence à regarder de très très près. Au début, effectivement, il croit qu'il y a une vraie justification économique, il y a un comportement simplement un petit peu illégal de la part de Madoff. Quand il s'agit à faire du front-running, c'est très simple. Le front-running, c'est vous avez quelqu'un qui vous amène de l'argent et qui vous dit achetez-moi, je sais pas, 10 actions de Amazon. Si vous savez que vous allez acheter, ou plutôt achetez-moi 500 actions d'Amazon, ça va faire beaucoup. Donc, vous savez qu'avec cette action, vous allez faire monter le prix d'Amazon. Et bien, juste avant de passer l'ordre pour votre client, vous achetez des actions Amazon. Ensuite, vous passez l'ordre énorme pour votre client, ça fait monter le prix, vous revendez, vous avez gagné la différence. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et beaucoup, et Markopoulos au début, vont croire que Madoff fait simplement du front-running, qui se glisse un petit peu avant dans les achats de titres financiers, un petit peu avant les ordres de ses clients. Mais en fait, il ne fait même pas ça, Madoff. Madoff ne fait rien du tout sur les marchés financiers. Madoff se contente de dépenser l'argent que ses clients lui offrent. Il a yacht de luxe, maison de luxe aux États-Unis, en Europe. Sa femme a des bijoux absolument extraordinaires qu'elle devra vendre par la suite. Bref, il vit sur un train absolument d'enfer sur le plan du luxe et Bernard Madoff n'a jamais été un financier avisé. Bernard Madoff a été à peine un financier et ses premières aventures des années 60 le montrent bien, plutôt un financier mal avisé. Et donc, il a réussi à passer à travers les gouttes aussi de la régulation financière américaine qui, à partir des années 90, début des années 2000, est quand même très, très, très laxiste. Lorsque finalement, après, alors c'est Markopoulos, effectivement, c'est lui qui a vu le premier qu'il y avait anguille sous roche et qu'il a
fortement supposé, après le frontrunning, l'hypothèse du frontrunning, que Madoff en fait ne plaçait rien du tout et que c'était un véritable escroc. Il a prévenu la SEC. Malheureusement, Marco Polo, c'est un personnage plutôt détestable, qui a une très haute opinion de lui-même. Et lorsqu'il a contacté les régulateurs, il leur expliquait qu'il comprenait rien à rien et qu'heureusement que lui était là parce que c'était l'homme le plus intelligent du monde. Ce qui facilite pas les contacts. Et donc, les personnes qu'il a eues à la SEC, au début, en avaient un peu marre de lui. Puis finalement, avec les éléments qu'il amenait, se sont dit, il y a quand même quelque chose, ce serait une grosse affaire. Ils sont venus contrôler Madoff. Ils n'ont rien trouvé parce que Madoff et notamment Di Pasquale ont réussi à bien les corneriser. Quand Di Pasquale invente ce faux registre comptable dans lequel il fait croire que Madoff fait des transactions, si la SSI avait eu la curiosité d'aller contrôler le vrai livre comptable, qui est un livre électronique, il sera aperçu tout de suite que ce que Di Pasquale venait de leur montrer était faux. Ils n'ont même pas pris la peine de le faire. Donc oui, il y a eu un énorme défaut de réglementation de la part du gendarme boursier américain, mais on est dans une ambiance, c'est pour ça qu'aussi Madoff, il a pu durer aussi longtemps, dans une ambiance à la déréglementation financière, où on fait confiance aux financiers, où il n'y a pas besoin d'aller les contrôler très très sérieusement. Et donc Madoff, il a aussi bénéficié de ça, à la fois, comme vous l'avez bien résumé, du défaut, pas vraiment du défaut de contrôle interne de JP Morgan. JP Morgan a compris qu'il y avait quelque chose de louche chez Madoff, mais on gagnait tellement d'argent que ça valait la peine de continuer. Pas tellement du défaut des gens, des fameux rabatteurs qui venaient lui apporter de l'argent parce qu'eux aussi prenaient leur commission d'intermédiation entre les riches et Madoff. Donc eux aussi se doutaient qu'il y avait quelque chose, mais eh bien, il laissait faire parce que le travail était trop juteux, et aussi un défaut de contrôle de la part du gendarme boursier parce qu'on était dans une période de déréglementation financière. Bien. Alors, on a pris le temps, mais je pense qu'on a eu raison de développer l'affaire Madoff, de partir du terrain, de partir du concret de trois affaires. Passons maintenant un peu plus brièvement, de manière synthétique, à la partie analytique. Il me semble qu'on peut évoquer trois dimensions de votre analyse, assez brièvement peut-être. Euh, quelle équation de l'arnaque vous pouvez tirer de cette quinzaine de cas? Vous parlez d'équation de l'arnaque. Donc, ça serait quoi la constante? Quelle serait l'équation de l'arnaque qu'on retrouverait à travers la diversité des cas d'escroquerie? J'ai essayé de répondre à cette question en me demandant, peut-être que j'anticipe un peu des questions suivantes, mais si l'arnaque était un marché d'offres ou un marché de demande. Et c'est plutôt comme ça, je pense que je voudrais essayer de… Très bien, oui. Alors, ça va dans le sens de ce que je voudrais qu'on évoque. L'analyse, alors, on va passer à l'analyse économique, strictement économique, on va dire, de ces escroqueries. Et ensuite, on passera à l'apport des sciences sociales. Hein, d'accord? Donc, c'est assez intéressant de procéder comme ça, ce qui pose des questions d'épistémologie. On est à Cité Philo, hein, d'accord? Donc, on se permet quelques questions d'épistémologie sur le fond que vous suscitez dans votre livre, hein, de ce point de vue-là, qui est passionnant. Alors, concernant l'analyse économique, ben, vous constatez que les économistes du courant dominant, dites-vous, alors ça veut dire, si on traduit, les économistes du courant classique et néoclassique, ont ignoré, voire dénié l'existence de l'escroquerie. Comment expliquer une telle position qui peut paraître un peu étonnante, et quel rôle a pu jouer l'invocation de deux grandes théories qu'on évoquait précédemment, la théorie de la main invisible d'un côté, la théorie du marché efficient dans ce déni? Vous citez par exemple quelques économistes comme Jean-Baptiste Say, côté classique, ou encore Léon Walras, côté néoclassique. Oui, les questions de morale n'ont rien à voir avec l'approche néoclassique. Au contraire, elle a essayé de dire que l'économie dominante qui s'inspire des néoclassiques est une science parce qu'elle s'est débarrassée de toutes ces questions politiques, de toutes ces questions morales. C'est une arnaque, c'est un déplacement de richesse. Simplement, ça n'a rien à voir avec l'analyse économique. Les aspects éthiques, peu importe, les aspects de manipulation du marché, peu importe, ça n'intéresse pas la science économique dominante. Donc oui, ça, de ce point de vue-là, les économistes ne sont pas apporté grand-chose, mais les sociologues non plus. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Pierre Lascoupe, qui est l'un des meilleurs spécialistes français, si ce n'est le meilleur spécialiste français des élites frauduleuses, et lui-même m'a conseillé un petit peu dans la bibliographie, mais il m'a dit malheureusement, j'ai pas grand-chose comme livre ou comme article académique à conseiller de lire sur les escrocs, parce que même du côté de la sociologie des élites criminelles, eh bien, c'est un thème qui n'a pas été vraiment traité. Alors, si vous voulez bien, on décompose un petit peu, d'accord? Un peu plus l'économie, puis après la sociologie. Alors, du point de vue de l'analyse économique, vous dites qu'on peut considérer l'escroquerie comme étant un marché. Il y a des offreurs, il y a des demandeurs. Euh,
Et vous terminez votre analyse économique en disant, eh bien finalement, la logique de l'offre semble plus prégnante que la logique de la demande, dans ce face-à-face entre offreur et demandeur, sachant que le demandeur, c'est le pigeon et l'offreur, c'est l'escroc. Alors là, c'est très, très intéressant, d'accord? Alors, pouvez-vous expliquer un peu plus donc ce face-à-face entre l'offre et la demande et pourquoi, au final, concernant l'escroquerie d'un point de vue économique, on peut considérer que la logique de l'offre est plus importante, plus prégnante que la logique de la demande? Alors, il y a une dimension de demande, hein, bien sûr. D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait qu'on aime bien se faire raconter des histoires. Et les gens qui ont écrit la Bible l'ont bien compris. C'est pas un livre, la Bible, c'est pas un livre de théologie. C'est un livre qui raconte des histoires, des paraboles et qui nous explique certains concepts de religieux ou de rapport à la vie à partir d'histoires. On aime bien se faire raconter des histoires. Et puis, une fois que on a cru à des histoires, c'est très, très difficile. C'est une dimension que les psychologues ont réussi à mettre en avant. Une fois qu'on est rentré dans une histoire, c'est très difficile de nous faire changer d'avis. On a ce que les psychologues baptisent de biais de confirmation. Il y a aussi le fait que, rappelons quand même que ces arnaques, à part une ou deux qui ont concerné des personnes peu fortunées au 19e siècle, les arnaques quand même, les grandes arnaques de l'histoire concernent des arnaques aux personnes les plus riches, aux personnes les plus aisées. Et là aussi, on a des travaux de psychologie qui nous montrent que les plus riches auraient plutôt tendance à avoir une morale assez élastique, si on peut dire. Il y a quelques tests que j'adore, que j'ai trouvé et que je cite dans le livre, qui consistent à dire, par exemple, vous mettez les gens dans une pièce et il y a un gros paquet de bonbons à côté et vous dites, oui, mais il y a des bonbons, c'est parce que dans cette pièce, on fait des analyses avec des gamins. Mais vous savez, vous pouvez vous servir tant que vous voulez. Et en fait, on sait dans la pièce, on a classé les gens dans la pièce en fonction de leur niveau de revenu. Et qui repart de la pièce avec les poches pleines de bonbons sont plutôt les plus riches. Et puis, il y a cet autre test absolument magnifique où vous mettez devant les gens devant un ordinateur, ils ont une sorte de dé virtuel et on leur demande de lancer 5 fois le dé. Et donc 5 fois 6, 30, au maximum, vous pouvez faire 30, d'accord? Et on va leur dire, vous lancez 5 fois le dé et puis vous allez nous dire combien vous avez fait. Ce que personne ne sait, c'est que le logiciel de dés aléatoire a été truqué. Vous ne pouvez pas faire plus que 12 en 5 lancés. Et qui revient avec des 18, des 20, des 25 et des 30? Les plus riches. Donc voilà, on a cette idée que du côté de la demande, entre notre volonté de nous faire raconter des histoires, notre biais de confirmation qui fait que quand on croit quelque chose, on a du mal à changer d'avis, et puis la morale un petit peu élastique des plus riches, on pourrait se dire que la demande est quelque chose d'important. Les pigeons ont envie de se faire pigeonner. Sauf qu'on a une étude de l'INSEE qui a été parue fort à propos au moment où j'écrivais le livre, qui montre en gros que 3% des Français disent avoir été arnaqués. Donc en fait, je pense que la dimension de l'offre est plus importante. Se font arnaquer malheureusement ceux qui ont été en contact avec des arnaqueurs. Et là, on peut essayer de mettre en évidence des caractéristiques bien particulières de l'offre de l'arnaque, parce que les arnaqueurs affichent un profil psychologique. Vous voyez que je ne me sers pas beaucoup d'économie et de sociologie, mais beaucoup de psychologie. C'est là que j'ai trouvé des réponses dans les sciences humaines pour vous aider à comprendre. Et là, on peut avoir un profil psychologique très caractéristique de l'arnaqueur, qui est celui de l'enfant qui n'a pas reçu toute l'attention qu'il méritait lorsqu'il était jeune, ce qui est d'ailleurs assez soit amusant, soit effrayant, ça dépend du point de vue, c'est qu'on s'aperçoit que les tueurs en série, les grands patrons du type Jeff Bezos, patron d'Amazon, et les arnaqueurs partagent le même socle psychologique, c'est-à-dire des gens qui ont eu un manque d'attention, un manque d'affection dans l'enfance, qui vont avoir pour grandir le besoin de se surévaluer, de se surestimer, d'avoir une très haute opinion d'eux-mêmes et de gagner ce qu'on ne leur a pas donné par la prédation. Pour certains, ils vont devenir patrons de multinationales, pour d'autres, tueurs en série, pour d'autres, ils vont devenir des grands arnaqueurs. Il y a une figure centrale que vous décrivez, c'est le pervers narcissique. D'accord? Voilà, tout à fait. C'est le point commun. Et alors, juste, vous mentionnez à propos de ces pervers narcissiques, vous détaillez, c'est très intéressant parce que c'est précis, en fait, une série de 5 techniques de manipulation mentale donc qu'il utilise effectivement à travers ces escroqueries. On peut les évoquer très rapidement. La première, la capacité à engendrer la sympathie par la séduction. Vous évoquez notamment l'escroc français, connu des Français, parce qu'il est français, Christophe Rocancourt, hein, voilà, qui escroquait notamment de grandes stars hollywoodiennes. Une deuxième technique, c'est développer chez la victime le sentiment, alors là c'est plus subtil, qu'elle a une dette pour un avantage reçu.
Ça a été, par exemple, d'avait illustré le cardinal de Rohan qui achète le collier, car il est persuadé que Jeanne de la Motte, par Jeanne de la Motte, qu'il doit quelque chose à la reine. Troisième technique, susciter l'engagement de la victime. Alors là, c'est en fait le point peut-être le plus subtil à comprendre. Susciter l'engagement de la victime en jouant sur le désir obsessionnel de chacun d'être cohérent. Là, c'est profond. On est dans une analyse de psychologie sociale très, très profonde, absolument passionnant. Les créanciers qui placent chez Ponzi et chez Madoff réinvestissent leurs intérêts qu'ils croient avoir gagnés, s'indonnent, donc récupèrent de plus en plus de placements auprès du pape. Il y a donc cette étrange nature humaine qui fait qu'on peut jouer sur le désir obsessionnel d'être cohérent. Donc, le très fin psychologue qui est l'escroc va pouvoir jouer sur la nécessité d'être cohérent, d'accord, de chacun. Vous insistez là-dessus. Et là, c'est une technique de manipulation assez fascinante, donc à repérer. Quatrième technique, c'est la déférence à l'égard de l'autorité. Là, c'est relativement classique, on va dire, c'est connu. Et cinquième technique, suggérer qu'il ne faut pas rater une occasion exceptionnelle. Là, on peut dire que dans l'affaire de la reine, c'est particulièrement remarquable. D'accord, le poste de Premier ministre. Si je peux me permettre, ce sont des techniques de marketing. Hein, et nos escrocs, en fait, ne font qu'amplifier des techniques qui sont très bien connues dans le milieu du marketing. Oui. Alors, juste une remarque en passant, encore une fois, on est à Cité Philo. Quand vous mentionnez les sciences sociales sont en panne, alors ça interpelle énormément les sociologues ou les anthropologues, etc. On peut peut-être avoir en tête qu'il existe comme un pan de la sociologie, notamment allemande, depuis Georg Simmel, depuis Niklas Luhmann, qui ont réfléchi sur les ressorts très complexes de la confiance, les mécanismes de la confiance au cœur des relations sociales. Et il y a peut-être de ce côté-là une piste à creuser du côté de la sociologie pour justement décortiquer en profondeur, hein, d'accord, quelle est la signification profonde de la relation de confiance entre le pigeon et son escroqueur. Mais manifestement, il n'y a pas eu, vous le mentionnez, d'études approfondies de ce côté-là. Avant-dernière chose, on va dire. En revanche, vous êtes enthousiaste concernant l'apport de la littérature, et vous dites qu'on peut puiser effectivement dans la littérature du côté de Balzac, du côté d'Edgar Poe, du côté surtout, dites-vous, d'Herman Melville. Peut-être je vous laisse développer ce cas de ce grand écrivain américain. Dans son livre Le Grand Escroc, 1857, The Confidence Man. Voilà. Alors, ce qui est remarquable chez Melville, c'est je vous laisse définir l'escroc selon Melville. C'est pas quelqu'un qui forcément va chercher à s'enrichir. C'est autre chose qu'il cherche. Oui, le Grand Escroc, c'est le dernier livre de Melville, malheureusement pas moins connu que Moby Dick, mais c'est vraiment un livre tout à fait remarquable parce que vous comprenez, vous savez, quand les économistes disent la reprise de l'économie ne pourra venir qu'avec la confiance, il faut de la confiance, etc., etc. Herman Melville démontre à travers ce roman que la confiance, c'est le ressort clé de l'arnaque, bien sûr. Et c'est un petit arnaqueur de rien du tout qui est sur un bateau, qui va se transformer physiquement, se déguiser, changer de vêtements, et le but du jeu pour lui, c'est d'arriver en 10 minutes, un quart d'heure, à aller voir une personne et arriver à gagner sa confiance, peut-être à lui soutirer 3 cents ou une promesse, pas forcément beaucoup d'argent, mais arriver en 15 minutes à aller voir un inconnu et par son bagou, parce qu'il arrive à projeter, à lui soutirer sa confiance. Et Herman Melville, appelé donc The Confidence Man en français, le grand escroc, c'est vraiment extrêmement remarquable sur la façon dont il démontre les différents aspects psychologiques de la confiance et comment on peut gagner la confiance de quelqu'un. Et puis bien sûr, mon autre auteur préféré dans la littérature, c'est Carlo Collodi, hein, celui qui a inventé Pinocchio. Malheureusement, on a tous en tête, quand on parle de Pinocchio, la version de Disney, la bonne conscience et la mauvaise conscience du petit garçon. C'est pas du tout ça. Relisez Collodi en vous disant la chose suivante: Pinocchio, c'est la démonstration, la dénonciation du fait qu'il ne faut pas croire aux apparences. Et là, on est vraiment dans le principe de l'arnaque. Les arnaqueurs arrivent à vous construire un monde dans lequel ils vous font entrer, mais qui n'est un monde uniquement que d'apparence. Et Pinocchio, c'est vraiment ça. Vous prenez une bûche, c'est pas une bûche, on peut en faire un pantin, c'est pas un pantin, c'est un petit garçon. Geppetto, comme son un autre ami charpentier, il a une perruque, donc il cache un petit peu leur apparence. Lorsque vous rentrez chez Geppetto, vous ouvrez la porte, il y a une magnifique cheminée
avec un feu, c'est un trompe-l'œil. Dans l'histoire, vous avez un magnifique repas avec du poulet grillé, des choses magnifiques. Tout est en carton. À l'inverse, vous avez un breuvage absolument infect. C'est celui qui vous permet de guérir de toutes vos blessures. Attention aux apparences. C'est ça le vrai message de Collodi et de Pinocchio. Et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre les arnaques. Alors, pour terminer, l'époque contemporaine, vous dites que ce qui caractérise les arnaques contemporaines, c'est les arnaques au big data, avec bien sûr différents domaines dans le domaine de la transition écologique, des startups ou de la finance. On peut peut-être rebondir sur une actualité brûlante. Après l'affaire Theranos, donc c'est une startup en génie chimique qui a été créée par une jeune étudiante américaine brillante qui s'appelle Elizabeth Holmes. On peut se poser la question, un film tourne depuis 15 jours sur les réseaux sociaux, le film Hold Up, et on peut se poser la question de quoi Hold Up est-il le nom? Quelle différence y aura-t-il entre une escroquerie systémique d'un côté et un complot? Est-ce que Madoff, par exemple, était un comploteur? Non, Madoff n'était pas un comploteur. Madoff était vraiment un pervers narcissique qui était là pour organiser un système sur plusieurs années de prédation de la fortune des plus riches qui étaient autour de lui. Hold Up, vous savez, c'est un film de 2h49. Quand vous regardez le film où il y a une dimension effectivement tout à fait détestable à plusieurs moments du film, où vous vous dites mais vraiment comment est-ce que ces gens peuvent raconter autant de bêtises, et en même temps sur l'essentiel, enfin sur une partie du film, disons, ça pose des véritables interrogations sur la gestion publique d'une pandémie. Donc on est dans, vous voyez, le film, je pense, a un certain succès sur les réseaux sociaux parce qu'il est à la mesure de la défiance de l'autorité publique et de l'autorité scientifique qu'on peut avoir aujourd'hui. Or, ce n'est pas du tout ce qui rassure les escrocs. Les escrocs n'ont pas besoin de défiance. Les escrocs sont là pour inculquer un climat général de confiance. Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas du tout dans le même monde. Est-ce que vous pensez que dans la course au vaccin actuelle, effectivement, on a un terrain propice pour générer de nouvelles formes d'escroquerie? Bah, je pense que là, il y a une telle dimension politique, la dimension politique est tellement importante que je pense qu'il va être très très difficile d'arriver pour un laboratoire, une start-up en disant j'ai trouvé un vaccin, mais que je vais vous faire acheter, vous, autorité américaine, européenne ou dans le reste du monde, et en fait c'est un vaccin qui ne fonctionne pas. Je pense que ça va être très très difficile. On est trop sous le regard du public. Les arnaqueurs sont effectivement sous le regard du public, mais je pense qu'aujourd'hui, le contrôle civique, politique et scientifique est tel que ça, je pense que ça va être difficile d'arnaquer avec le vaccin, ce qui ne veut pas dire que la pandémie n'est pas source d'arnaque, puisqu'on sait déjà que depuis quelques mois et le confinement, on peut être amené à recevoir des appels téléphoniques ou des messages Internet qui vont s'appuyer sur ce phénomène de société. Tous les phénomènes de société sont un point d'appui pour les arnaqueurs. Donc on sait déjà qu'il y a des arnaqueurs qui vous proposent de laisser votre numéro de carte vitale ou de carte bleue pour avoir accès à tel ou tel type de service à laquelle il ne faut évidemment pas répondre, mais ce sont des petites arnaques commerciales. Pour l'instant, je ne vois pas venir de grosses arnaques de type de celle de Madoff ou d'Elizabeth Holmes qui fait croire qu'avec une petite piqûre sur son doigt, on peut arriver à analyser votre sang et à trouver toutes les maladies du monde, ce qui évidemment n'est pas possible. Mais attention, oui, dès qu'il y a un phénomène de société important, ça va attirer des arnaqueurs. Alors, je propose de terminer cette séance avec une citation de la fin de votre ouvrage, page 356, où vous concluez sur une hypothèse sociologique, je dirais, extrêmement fraîche et hardie, puisque vous concluez en disant, eh bien, finalement, l'escroc est un révolutionnaire. Je vous cite, on aurait un invariant des escrocs, c'est leur rôle éminemment subversif vis-à-vis des autorités dominantes d'un côté, vis-à-vis de ceux qui sont assez puissants pour écrire les règles du jeu. Donc, on peut dire que l'escroc est un révolutionnaire. Belle fin, belle ouverture, je dirais, sur une autre dimension peut-être, hein, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Qu'est-ce que la subversion par rapport à un ordre dominant? Est-ce qu'il y a une part de provocation dans ce que vous dites, ou est-ce que effectivement vous pensez réellement ça, que l'escroc était vraiment un révolutionnaire par rapport à un ordre établi?
Oui, les puissants, ceux qui sont en position de pouvoir, ceux qui sont en position de richesse, lorsqu'ils sont remis en cause, on aime bien ça dans la littérature, dans le cinéma, et donc dans la vraie vie aussi, on a du mal à pas apprécier ces escrocs, même si pour moi ce ne sont pas des héros, il y a souvent des morts, hein. Je l'ai dit plusieurs fois chez Madoff, mais c'est vrai chez Thérèse Imbert aussi, elle avait son carnet de suicidés. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucun sentiment pour le reste de l'espèce humaine. Donc, il y a vraiment des morts en chemin, mais de vraies morts, ce n'est pas simplement une métaphore. Mais une fois qu'on a laissé ça de côté, ce qui est pourtant important, vous avez quand même des personnages qui sont absolument fabuleux, qui inventent des mondes dans lesquels ils font rentrer les plus puissants, parce qu'on ne va pas arnaquer le gars qui habite à côté de chez vous. Donc cet aspect de remise en cause du pouvoir des puissants, cet aspect de remise en cause du pouvoir des plus riches, c'est ce qui fait que ces escrocs, ils nous fascinent, et parce qu'ils arrivent, lorsqu'ils arrivent pendant des années et des années à remettre en cause ce pouvoir, ben je pense qu'il y a vraiment, je pense et je crois sincèrement qu'il y a une dimension de subversion sociale extrêmement forte chez les arnaqueurs, qui fait qu'en dépit de tous les côtés négatifs de l'arnaque, tant qu'on n'en est pas victime, on reste des spectateurs souriants, amusés et intéressés par l'ensemble de leurs escroqueries. Merci beaucoup. On terminera là-dessus. Donc, la retour à la brousse et pourquoi pas à Marcel Mauss et son fait social total. L'escroquerie est peut-être voilà, un fait social total, puisque à travers l'escroquerie, eh bien, on voit, on peut analyser les mécanismes, la manière dont les puissants vont écrire les règles du jeu. Est-ce que ces règles du jeu posent problème ou non, d'accord? C'est donc un angle d'attaque pour analyser effectivement les mutations de la société contemporaine. Christian Chavagneux, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.